Marvin Vettori de retour dès ce week-end, de belles annonces de combat, mais aussi toutes les actualités majeures du jour. Nous sommes le jeudi 13 mars 2025, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Man, how the hell you doing? I've been just fine living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Et commençons tout de suite avec Michael Chandler qui s'apprête à affronter Paddy Pimblett le mois prochain à Miami. Il a décrit l'anglais principalement comme un grappleur, mais pas de panique de son côté, il n'est pas Bobby Green, et il ne devrait donc pas lui arriver ce qui est arrivé à l'américain la dernière fois qu'on a vu Paddy Pimblett en action. Son sol et surtout sa défense de soumission sont bien meilleurs d'après lui, et il en veut pour preuve son dernier combat à lui, Chandler, face à Charles Oliveira. Il a tenu la distance, il a tenu les 25 minutes contre Oliveira, qui est quand même reconnu pour être l'un des meilleurs grappleurs de la catégorie, voire de l'UFC. Ce qui me fait un peu plus peur pour Michael Chandler, c'est qu'il a déclaré que s'il gagnait c'était bien, mais que s'il perdait, le soleil se lèvera de la même façon le lendemain, qu'il était heureux dans sa vie et très satisfait de ce qu'il avait réussi à construire après toutes ces années. Je trouve personnellement que c'est le genre de déclarations qui ne sont pas très rassurantes. Quand tu sais qu'en face, Paddy Pimblett, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il va venir surmotivé, avec seulement la victoire en tête. J'espère que Michael Chandler a juste été un peu maladroit avec ça, et qu'il est quand même 100% concentré sur l'anglais, parce que sinon le résultat dans l'octogone, on le sait, pourrait être assez problématique pour lui. Terence McKinney, combattant plutôt spectaculaire, c'est le moins qu'on puisse dire, il n'a jamais connu la décision en carrière. Dernièrement, il a énormément travaillé debout, sa défense et ses contres. Il a estimé en fait avec ses coachs qu'il était beaucoup trop offensif, ou en tout cas beaucoup trop concentré sur l'attaque et pas assez sur la défense. Il a aussi ajouté un gros travail de lutte et de grappling. Ce que lui a dit son coach en réalité, c'est qu'il doit rester lui-même, donc un combattant agressif, mais quand les choses deviennent compliquées, il faut être intelligent et savoir mixer, pourquoi pas avec de la lutte. Et puis concernant sa carrière aussi de manière générale, il voit les choses sous un autre angle. Il ne veut pas juste accepter des combats pour accepter des combats, mais il veut plutôt prendre les bons combats, ceux qui lui permettront de monter au classement et forcément de se rapprocher de l'élite et de la ceinture, parce que ça reste toujours l'objectif final. Et puis en parlant de prendre des bons combats, il aimerait pourquoi pas affronter Grant Dawson. Il nous a d'ailleurs appris que par le passé, les deux s'étaient déjà mis d'accord pour s'affronter, mais que ça ne s'était jamais fait. Maintenant, il est aussi assez réaliste, il reconnaît qu'il ne pourra pas obtenir ce combat tout de suite, et qu'il va sûrement devoir recombattre avant. Et puis il est aussi assez conscient qu'au vu de son style, au vu de ses performances dans l'octogone, vainqueur ou perdant, c'est toujours beau à voir, l'UFC l'apprécie, et s'il ne se blesse pas, s'il est disponible, alors ils le feront combattre assez régulièrement. Et puis on termine avec une petite anecdote à son sujet. Il y a quelques années, il n'était pas encore combattant, il était invité à une soirée, il a beaucoup bu, beaucoup fumé, pris de la drogue aussi, et il a complètement pété les plombs. Ça a commencé gentiment, il explique, je me suis mis devant la télé, j'ai commencé à changer les chaînes, et la chaîne ne changeait jamais. Je me suis rendu compte qu'il y avait un problème, et petit à petit, c'est monté en puissance. Il a fini par croire que quelqu'un lui avait dit que son frère avait été assassiné. Il est parti en vrille, il a fait pour plus de 3000 $ de dégâts dans l'appartement. Et là, après, vous le croyez ou vous le croyez pas, c'est ce que lui a déclaré. Il s'est complètement imaginé en train de quitter la Terre, d'aller dans une autre dimension. Il s'est aussi vu en train de se battre dans son délire, sauf que malheureusement pour lui, il était réellement en train de se battre, et pas avec n'importe qui, avec la police, et il s'est réveillé à l'hôpital, où le staff médical lui a appris qu'il était mort 3 fois pendant ce trip, et que 3 fois ils ont réussi à le faire revenir à la vie. On peut dire qu'il revient de loin, d'ailleurs c'est suite à cette expérience qu'il a décidé d'avoir un peu plus la tête sur les épaules et de se lancer dans une carrière de combattant. Il revient de loin, donc faites attention à ce que vous faites, je plaisante bien sûr. Mais en tout cas, Terence McKinney, combattant plus que spectaculaire, c'est vrai que s'il arrive à lisser un peu plus son jeu, peut-être à prendre un peu moins de risques sans trop se dénaturer, c'est quelqu'un potentiellement qu'on pourrait voir nous offrir des combats très intéressants dans la course à la ceinture. Je rappelle qu'il combat chez les poids légers. Direction le Québec maintenant avec Ayman Zahabi. On le sait, ça a été une grosse nouvelle. Il va affronter José Aldo à Montréal au mois de mai prochain. Forcément, on pourrait croire que ça va être une grosse source de pression pour lui. Ancien champion, une légende, devant ton public.
Mais lui répond que pas du tout, la pression au contraire elle est pas de son côté, elle est de celle d'Aldo, parce que lui n'a rien à perdre, personne ne l'attend, alors que José Aldo à chaque sortie bien sûr, il ne veut pas perdre de son image, perdre de sa grandeur. Concernant le combat en lui-même, on lui a fait remarquer que José Aldo, qui était connu pour ses low kicks à sa grande période, les envoie beaucoup moins dernièrement, alors est-ce que lui travaille quand même sur ses contres de low kick ou au moins trouver une façon de les esquiver? Et encore une fois, il a une réponse assez intelligente. Lui, Ayman Zahabi, il a un très bon jab. Alors José Aldo, même s'il a un peu délaissé les low kicks dernièrement, pourrait y revenir pour essayer de briser ce jab. Donc lui se prépare mentalement à devoir bouger cette jambe avant pour éviter de se la faire détruire. Maintenant, il ne surveille pas que ça chez le Brésilien. Il y a aussi le crochet au foie, le crochet avant, qui est une arme redoutable, et le coup de genou qu'il envoie en contre. Et justement, pour se préparer à ce combat, il aimerait que Rob Font, qui maintenant s'entraîne avec lui au Tristar, soit présent. Et il va aussi faire le tour des salles de boxe de Montréal pour essayer de trouver des gars qui puissent mimer le plus possible le style du Brésilien. Et il est aussi revenu sur ses débuts à l'UFC. Alors lui, il débarque à l'UFC, il est invaincu. Et son deuxième combat a lieu à New York. Il est toujours invaincu à ce moment-là. Il a réussi ses débuts. Il est sur la même carte que Georges Saint-Pierre contre Michael Bisping. Et dans sa tête, il se l'était dit, c'est le moment idéal pour que Georges Saint-Pierre me passe le flambeau, que je sois le nouveau Québécois qui va briller sur la scène internationale. Le combat se passait très bien, les coups de son adversaire ne lui faisaient pas mal, et au troisième round, il s'est dit ça y est, je vais le finir. Donc il a baissé un peu les bras, et il a été un peu plus offensif, et il a pris un coup de coude qu'il n'a pas vu venir, et il s'est écroulé, KO. Forcément très dur mentalement pour lui, il a eu des commotions cérébrales, il a donc pris une interdiction de combattre pendant 18 mois. 18 mois plus tard, il est de retour, et là il perd une décision. Ça lui a fait extrêmement mal, parce que ce qu'il dit en plus, c'est qu'il a sacrifié beaucoup pour devenir combattant, et là, il prend 2 défaites consécutives et il ne touche que 12 000 dollars à chaque combat. Donc c'est-à-dire qu'en 18 mois, il a pris 24 000 dollars. Je peux vous dire que c'est pas génial quand t'as une famille à faire vivre, etc. Et puis suite à ça, il a combattu qu'une seule fois par an jusqu'en 2024 parce qu'il a enchaîné les blessures. Donc aujourd'hui, son mental est éprouvé, il sait pourquoi il est là. Et la ville l'a plutôt récompensé de ne pas avoir lâché puisqu'il est sur 5 victoires de suite. Il est classé et même s'il a 37 ans, il y croit toujours. Il pense d'ailleurs que c'est jouable pour lui d'arriver à la ceinture d'ici 3 combats. Bien sûr, il ne se projette pas trop, mais il l'a dans un coin de sa tête. Et puis il nous a raconté une dernière petite anecdote. Lorsque le MMA n'était pas légal en France, la commission française de MMA qui travaillait à sa légalisation est venue dans sa salle au Tristar. Il faut savoir que le Tristar, c'est la salle de son frère, Firas Zahabi, coach mythique de Georges Saint-Pierre. Et donc la commission française est venue là-bas pour voir comment se passait un camp d'entraînement, est-ce que les combattants prenaient beaucoup de coups, etc. etc. Donc en quelque sorte, le Québec nous a aidé à légaliser le MMA en France. Ils ont dû montrer une assez bonne image pour que finalement on finisse par avoir des combats qui puissent avoir lieu de manière légale dans l'Hexagone. Ce week-end en main event, c'est Marvin Vettori. On l'a pas vu depuis le mois de juin 2023. Bon, déjà, il y a eu une blessure, mais ce qu'il explique, c'est que déjà, de base, il voulait prendre du repos. Ensuite, il a changé d'équipe, et malheureusement, cette blessure est survenue. Donc voilà, on est sur quasiment 2 ans d'absence, en tout cas une grosse année et demie. Concernant son équipe, justement, lui s'est entraîné pendant 7 ou 8 ans en Californie. Ensuite, il a décidé de déménager à Las Vegas et il est aujourd'hui en Floride à l'American Top Team. Il est ravi de ça. Le problème à Las Vegas, c'est qu'il avait des entraîneurs en effet, mais il n'avait pas une vraie équipe et ça on en a déjà parlé ici. Beaucoup de combattants le disent. Quand tu es à Las Vegas, tu as tout ce qu'il faut, il y a des sparring partners, il y a des entraîneurs, mais par contre le problème c'est que tu n'as pas une équipe soudée et c'est un peu à toi de te créer ton programme et il y a certains combattants que ça dérange beaucoup. Et puis vous ajoutez à ça le fait qu'il n'aimait pas vivre à Vegas tout simplement. Donc va-t-il réussir à se réinventer? C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Le break, en tout cas, cette longue pause lui a fait du bien mentalement et lui a aussi permis de faire des ajustements parce que ce qu'il explique, c'est que quand tu es assez actif comme lui l'était par le passé, entre 2 combats, tu essayes de t'améliorer, mais parfois tu n'es pas au top physiquement et c'est assez compliqué, tu es un peu pris dans la machine, tu prends les combats les uns après les autres et t'as pas vraiment le temps de te recentrer sur toi. Là, il a réussi à le faire. Ce week-end, ce serait une revanche contre Dolidze. C'est lui qui avait remporté le premier combat, il avait battu Dolidze. On le sait, Dolidze dit qu'en réalité c'est plutôt lui qui méritait de repartir avec la victoire. Ce que répond Vettori, c'est que il n'avait pas été assez actif pour gagner. Dolidze aussi l'accuse d'avoir beaucoup fui pendant leur combat, de ne pas assez être venu au contact.
Encore une fois, une réponse assez simple, je n'ai pas fui, je me suis déplacé, et puis même si c'était le cas, ça aurait été son travail de réussir à couper les angles et de réussir à couper la distance. En tout cas, samedi soir, d'après lui, les clés de la victoire, c'est surtout son cardio, et donc essayer de faire traîner le plus possible le combat, de l'amener dans le quatrième et le cinquième round, là où, en général, il est le meilleur. Et puis forcément, on pourrait se poser la question, après 2 ans d'absence, est-ce qu'il va y avoir un peu de ring rust? Et surtout, où est-ce que tu te situes dans cette catégorie qui s'est totalement réinventée? Je rappelle que c'est les poids moyens. Sur ces 2 dernières années, alors concernant le ring rust, hein, lui n'y croit pas, il a déjà fait une pause dans sa carrière, et quand il était revenu, ça n'avait rien changé. Comme il le dit, hein, je retourne seulement faire ce que j'aime faire, donc je ne vois pas pourquoi ma performance serait impactée. Et puis ce combat, il le voit surtout comme un combat de retour et pas vraiment un combat qui va le propulser dans le classement, bien entendu. Mais en tout cas, il faut revenir, il fallait prendre un combat et c'est Dolidze qui est tombé. Ça a l'air de plutôt lui aller comme ça. On verra ce que ça donne. Vettori, je l'ai déjà dit, moi j'avais de gros espoirs pour lui pendant quelques années. Son combat contre Adesanya, le deuxième pour la ceinture, avait été assez serré. Maintenant, aujourd'hui, il y a un renouveau dans la catégorie. Après 2 ans d'absence et une grosse blessure à l'épaule, est-ce qu'il va réussir à revenir aussi performant ou encore meilleur? Je ne sais pas, mais en tout cas, le changement d'équipe, peut-être aura fait du bien. Arman Tsarukyan, lui, a répondu à Justin Gaethje. On le sait, hier, Gaethje sortait sur les réseaux sociaux pour demander à Dana White de lui donner sa chance pour le titre. Ce que lui répond Tsarukyan, c'est que Gaethje a déjà eu du mal à passer le numéro 11 de la catégorie en short notice, et qu'avant ça, il s'était fait mettre KO. Alors s'il veut être le contender numéro 1 et avoir sa chance à la ceinture, il doit d'abord l'affronter lui. C'est un combat, c'est vrai, qui ferait une certaine logique dans la catégorie. Brendan Allen, qu'on a vu s'incliner il y a quelques semaines, est déjà prêt à revenir. Lui aussi fait une sortie sur les réseaux sociaux. Il explique qu'il est affamé et demande à son agent de lui trouver un combat. Écoutez, j'espère qu'on le reverra assez prochainement. Je ne savais pas comment il allait rebondir de cette défaite. On sait que mentalement, ça peut être dur pour lui parfois. Il semblerait qu'il ait rebondi du bon côté. Bilal Mohamed, on le connaît, il aime l'humour, il aime être un peu taquin, à faire réagir, hein, de par ses déclarations. Et la dernière déclaration en date, justement, c'est qu'il ne va pas envoyer un seul takedown face à Jack Della Maddalena, mais qu'il va rester debout et qu'il va lui montrer ce que ça veut dire d'avoir les mains de Canelo. On le sait, hein, il l'avait déjà dit avant son combat contre Leon Edwards. En anglais, je suis aussi bon que Canelo, ça avait fait sourire tout le monde. C'est Bilal Mohamed, hein. Je pense que rester debout contre Maddalena, ça peut être extrêmement risqué pour lui. Donc à mon avis, c'est juste une déclaration pour faire un peu parler. Raphaël Fiziev, on en parlait hier, la suite de sa carrière sera-t-elle en poids plume? Je ne sais pas. En tout cas, il a rencontré les matchmakers de l'UFC et il a posté une photo avec en commentaire Good news coming soon. Donc de bonnes nouvelles arrivent très bientôt. Je pense au vu de sa dernière prestation, même si c'est une défaite, que l'UFC a apprécié et devrait prendre soin de lui. Jan Blachowicz a un plan bien clair pour la suite, et le fait qu'Ankalev soit devenu champion, j'ai l'impression que ça l'arrange, ou en tout cas que ça fait une certaine logique dans sa carrière. Le plan, c'est de battre Carlos Ulberg au mois de mars, un combat qui est prévu. Ensuite, d'avoir sa chance à la ceinture contre Magomed Ankalev. Ce serait une revanche. La première fois qu'ils s'étaient affrontés, il y avait déjà une ceinture en jeu. Malheureusement, ça s'était fini par un draw, un combat que Dana White n'avait pas apprécié du tout. Et une fois qu'il aura battu Ankalev et qu'il sera champion, qu'il sera de nouveau champion, parce qu'il a déjà été champion dans la catégorie, il pourra aussi refaire un combat, avoir une revanche contre Pereira, puisque je rappelle que c'est lui qui avait accueilli Pereira dans la catégorie il y a quelques temps de ça, et il s'était incliné à la décision, un combat en réalité plutôt serré. Islam Makhachev a dépassé les 10 millions de followers sur Instagram. Il rejoint un clan très restreint, hein, puisque devant lui, dans les combattants ou anciens combattants UFC, on retrouve seulement Ronda Rousey avec 17 millions, Khabib Nurmagomedov avec 38 et Conor McGregor avec 46. Donc comme quoi Islam Makhachev, hein, qui était au début un peu critiqué, voilà, pas forcément le roi du divertissement, etc. Là, sportivement, tout roule pour lui. Et puis sur les réseaux sociaux, il semblerait que les gens l'apprécient plutôt. De belles annonces de combat maintenant, c'est parti. Cory Sandhagen sera main event de l'UFC Day One le 3 mai prochain face à Davison Figueiredo. Sur la même carte, on retrouvera Reiner Derrider face à Bonical, un classique grappleur contre lutteur. Et sur cette carte, on aura aussi Mason Jones qui affrontera un revenant, Jeremy Stephens, qui avait quitté l'UFC il y a quelques années de ça, pour se lancer au Barnacle. Et on aura aussi Yana Santos contre une ancienne championne, une vétéran du game, Misha Tate, qui sera aussi toujours sur cette carte. Maintenant, le 17 mai, ça devrait avoir lieu au Qatar, et c'est Johnny Walker qui va affronter Murzakanov.
Sur cette même carte, une rumeur, mais une rumeur insistante, Spivak contre Gaziev. Sortons de l'UFC un petit peu, mais toujours avec de l'annonce de combat. Le PFL Europe, le PFL Belfast, le 10 mai, Paul Hughes contre Bruno Miranda. Et puis le Dirty Boxing, hein, la ligue de Jorge Masvidal, on le sait, des règles hybrides, des gants de boxe, je crois que c'est de la boxe anglaise, mais il y a du Grand Pound aussi d'autorisé. Maintenant, quand tu envoies du Grand Pound, il faut que tes pieds soient au sol, donc tu es debout et tu frappes un gars qui est au sol. Et le vétéran André Arlovski sera de la partie contre Hodges, un combattant que je ne connais pas, hein. Je suis désolé, le Dirty Boxing, je connais très peu. Et Hodge, je n'ai pour l'instant pas entendu parler de lui, ou alors son visage, en tout cas, ne m'a pas marqué. Si vous apprenez des choses pour l'instant, pensez à liker, vous abonner, commenter. Et en parlant de commentaires, tout de suite, on passe à votre moment avec la Minute Auditeur. Et je commence avec Antoine Clément. Maintenant que tout le monde a vu Pereira tomber et ce que ça donnait de lui mettre la pression comme ça, tout le monde va faire la même chose et j'espère qu'on verra mieux de sa part à l'avenir. Je ne vois absolument pas qui il pourrait affronter maintenant. Il semblerait que ça va être la revanche contre Ankalaev. Maintenant, tu as raison, la pression, ça va sûrement en inspirer certains. Par contre, tout le monde n'est pas Ankalaev. Je pense que certains vont y laisser des plumes et vont se faire contrer. Et puis aussi, ce qui a joué pour le Russe, d'après moi, c'est que Pereira, peut-être, craignait les phases de clinch, craignait les phases d'amener au sol, les takedowns, et donc a été un peu plus hésitant. D'autres ne représenteront pas la même menace. Écoute, il y aura la revanche, je suppose, hein. On se dirige vers ça. Est-ce qu'il va réussir à le faire? Je ne sais pas. S'il ne passe pas en Ankalaev, est-ce qu'il va décider de prendre sa retraite? C'est quelque chose qui est possible aussi. Et puis sinon, peut-être que certains voudront lui mettre la pression, se feront contrer, et ça nous donnera en tout cas du bien beau spectacle. Chris Dem, petite question. On dit souvent qu'une fois champion, il est normal de faire moins de combats, mais de mon point de vue, et je ne suis pas le seul justement, on aimerait voir le champion se battre car c'est le champion, donc logiquement ça intéresse beaucoup. C'est vrai que certains, une fois champions, deviennent moins actifs, alors certains le justifient en te disant qu'ils ont été blessés toute leur carrière, mais qu'ils ont continué à s'entraîner très dur pour ne pas perdre leur place dans la course à la ceinture, et que donc une fois champion, ils veulent se prendre un 6-8 mois de repos pour être à 100%. Tu en as d'autres, c'est l'ego qui parle. Oui, moi j'ai eu une route qui a été longue jusqu'à la ceinture. Je vois pas pourquoi maintenant je serais hyper actif une fois que j'ai la ceinture pour faire plaisir aux autres prétendants de la catégorie, hein. Merab avait beaucoup parlé de ça. Moi, c'est quelque chose que je regrette. J'aime les combattants actifs, surtout les champions actifs qui font vivre la catégorie, hein. Un peu comme a pu l'être Pereira. User EI9 qui me dit « Je pense que Projaska a de meilleures chances contre Ankalaev que Poatan. Comme on le dit, styles make fight, ce n'est pas parce que A a battu B, puis B a perdu contre C, que B ne peut pas battre C, ça on le dit tout le temps. Le MMA, c'est pas des maths. Jiri, quand tu n'as pas un énorme pouvoir de chaos des enfers comme Poatan pour l'éteindre, il est difficile à gérer. Si tu frappes juste très fort comme Volkan, Reyes, Glover, Hill, Rakic et d'autres, alors Jiri prend confiance, n'arrête pas d'avancer, encaisse très bien, force son adversaire à faire des erreurs, crée le chaos avec son style atypique et gagne souvent à ce jeu. Et Ankalaev n'est pas connu pour son chaos power, il a presque autant de décisions que de finish. Quand bien même c'est un contreur, Jiri a déjà affronté un contreur talentueux qui est Dominique Reyes et qui est encore à son prime quand ils se sont affrontés. Le style parfait pour battre Jiri sur le papier, mais Jiri l'a quand même battu. Pour le sol, Jiri n'en a pas peur, il a déjà affronté Vadim Nemkov et Glover Teixeira, des experts de la lutte et du JJB, mais il les a quand même battus, donc je ne pense pas qu'il aura peur d'être mis au sol par Ankalaev, contrairement à Pereira qui ne voulait absolument pas se retrouver dans ce scénario, ce qui l'a rendu parano et un peu inhibé debout. Ce combat m'intrigue beaucoup, Ankalaev n'a jamais affronté ce type d'adversaire, j'espère qu'on l'aura, même si c'est après la revanche Ankalaev-Poatan. Écoute, j'espère aussi qu'on verra ce combat. Projaska, comme je le disais, hein, il peut surprendre avec ses fantaisies un peu dans la cage. Je dis pas qu'il va gagner, mais peut-être qu'il peut poser quelques problèmes. Peut-être qu'on peut voir Ankalaev en difficulté. Et ce serait intéressant de voir comment il se sortirait de ça. Et c'est vrai que Projaska a une énorme expérience aussi qui pourrait lui servir dans ce style de combat. DFF, GDD, Tsaroukian, il y a des rumeurs qui disent qu'il ne faisait pas le poids en réalité et que Dana White est vénère contre lui et vis-à-vis des fans, ils ont menti et prétexté un mal de dos. La preuve, Dana White le détruit et en général, il ouvre grand sa gueule et là, il ne dit rien. Oui, c'est une rumeur que j'ai vue passer, écoute, je ne sais pas, peut-être qu'un jour on connaîtra la vérité, si on nous a menti en tout cas. Moi, je reste sur le principe qu'il s'est bloqué le dos. Beaucoup dans les commentaires m'ont dit non, il s'est jamais bloqué le dos, c'est une question de poids. Des combattants qui devaient combattre pour la ceinture et qui n'ont pas fait le poids, il y en a eu. Quand c'est comme ça, la ceinture n'est plus en jeu. Je comprends pas trop pourquoi ils auraient menti. Maintenant, je ne dis pas non plus que c'est impossible. Christopher Johnson, tu m'as fait un message et j'en ai relevé une partie parce qu'elle fait écho à ce qu'on vient de dire jusqu'avant.
Prochaska contre Ankalaev, ça pourrait être classe, mais je pense qu'Ankalaev va rincer Jiri comme il l'a fait avec Johnny Walker. Ankalaev n'a aucun problème contre les combattants qui ont un style atypique. Par contre, je trouve que Jiri et Ruffy ont deux styles totalement différents. Certes, Ruffy fait des choses inattendues, mais il a un style très académique dans l'ensemble. Jiri, il ne fait que des trucs bizarres. Oui, bah écoute, l'Ankalaev Prochaska, hein, comme on en a parlé, beaucoup de choses peuvent se passer. Prochaska, je le trouve quand même un peu plus complet que Johnny Walker, avec un meilleur menton aussi, et je pense un meilleur mental. Je pense que Walker, il a pas mal de doutes, hein, donc ça peut jouer contre lui aussi. Et puis oui, Ruffy et Jiri, on en parlait hier, c'est spectaculaire, mais il y a quand même des nuances dans le style de chacun. Et on termine avec Michael Pesanti, ton message qui m'a fait sourire. Tu fais écho à l'émission d'hier. McGregor qui mendie un podcast à Joe Rogan, comme le temps passe vite. C'est clair qu'il y a quelques années, McGregor n'aurait pas eu besoin d'aller sur les réseaux sociaux pour avoir un podcast chez Joe Rogan. Tout le monde voulait entendre parler de McGregor, hein. Surtout en 2016, hein, quand il avait pris la ceinture à Alvarez, c'était vraiment un truc de dingue. Comme quoi les temps changent, comme quoi le temps passe très vite, comme tu le dis. Et Conor McGregor sera-t-il de retour? Écoute, on ne sait pas, l'avenir nous le dira. Écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi l'émission. On se retrouve très prochainement, je l'espère demain, pour parler un peu plus de cet événement qui arrive, Vettori contre Dolidze. D'ici là, passez tous une très bonne soirée. Salut!